Bonsoir à tous et à la une de ce JT, avez-vous déjà décoré votre sapin de Noël? Là aussi, la mode est aujourd'hui au local et au naturel, exemple à Volksberg. Le tri des déchets, un jeu d'enfant. À Ilzac, dès la maternelle, les élèves suivent des ateliers pratiques. Et puis, comment amener le numérique et la culture à ceux qui en sont parfois éloignés? L'ONG Bibliothèques Sans Frontières fait étape pendant 2 jours à Strasbourg avec son projet Voyageurs du numérique. Il y a les adeptes du Nordman, de l'Épicéa ou du Nobilis. On les trouve aussi en pot artificiel ou coupé. Je parle bien sûr des sapins de Noël. Et aujourd'hui, il en existe aussi pour ceux qui cherchent à consommer local et aussi naturel que possible. Cécile Motz s'est rendue à Volksberg et Ingwiller, profession producteur de sapins de Noël. C'est ici, au cœur des Vosges du Nord, que poussent les sapins de Jean-Georges Seemann. Au milieu d'herbes, de ronces et de feuilles, ça peut sembler banal, et pourtant peu de pépinières lui ressemblent. Après 22 ans de culture dite conventionnelle, ce producteur alsacien a dit non aux intrants chimiques il y a 3 ans. Et ces sapins ne s'en portent pas plus mal. Un sapin qui pousse naturellement, il est, dans un premier temps, moins large, un peu moins touffu, plus élancé. Donc, si je procède à une régulation plus stricte, donc à une régulation tout court, si vous voulez, cette branche-là, elle sera plutôt à ce niveau. Donc, on aura un sapin tout simplement plus touffu. Et vous voyez bien qu'au niveau de la couleur, là, c'est vraiment d'un vert profond. Donc, on peut vraiment produire des sapins sans pesticides, sans aucun souci. Qui dit production naturelle dit aussi plus de travail manuel, mais le producteur est un passionné, car il en faut du travail pour faire pousser un sapin de Noël, naturel ou pas. Pour un résineux de 2 mètres, il faut compter entre 11 et 12 ans. Je n'ai aucune espèce de problème sanitaire dans mes sapins, d'invasion de pucerons, de quoi que ce soit. C'est quand même un peu dommage d'avoir un produit naturel, un sapin naturel, et de le polluer avec des produits chimiques. Enfin, c'est quand même un non-sens. Une fois maturité, coupés et emballés, ils atterrissent sur les rayons. Dans ce magasin à Ingwiller, il s'en vend déjà 20 à 30 par jour. Circuit court et respect de l'environnement sont des arguments de vente. C'est des produits sans pesticides, donc ils sont désherbés manuellement et taillés aussi manuellement, je veux dire. Il n'y a pas de pesticides ni de réducteurs de croissance dessus. Donc c'est un plus pour un sapin qui est pas plus cher que des sapins industriels qui viennent du nord de l'Allemagne ou de la Norvège ou de la Suède. Ils ont un port plus naturel, ils sont moins structurés. Je veux dire, les sapins de l'industrie de gros, je veux dire, c'est des sapins qui sont beaucoup plus réguliers. Je veux dire, ils se ressemblent tous. Là, chaque sapin peut avoir un aspect un peu plus différent, donc ça fait aussi son charme. Cette année, environ 1200 sapins de l'exploitation de Jean-Georges seront vendus en circuit court dans les Vosges du Nord. Le producteur cherche à faire des émules et souhaite demander le label bio. Son objectif, laisser des terres saines et moins polluées. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, à présent, le numérique et la culture pour tous, c'est le credo de l'ONG Bibliothèques Sans Frontières. Elle fait escale à Strasbourg jusqu'à demain dans le cadre d'un Tour de France et elle vous attend. Et puis c'est devenu un rendez-vous obligé pour certains, comme chaque année, la soupe étoilée d'Humanis est à déguster place Kléber dans le village du Partage, Camille Roland. Dans l'atrium de l'université, de drôles de boîtes ont été installées. C'est Ladies Box, une médiathèque 2.0. Elle fait étape à Strasbourg à l'initiative des voyageurs du numérique. À son bord, des ordinateurs, casques de réalité virtuelle et même robots. Porté par l'ONG Bibliothèques Sans Frontières, ce programme a une ambition, former des médiateurs citoyens pour mieux comprendre le monde numérique. On essaye en fait de former des gens pour qu'eux-mêmes essayent de former des gens un peu plus démunis. Sur la question numérique, ou qui pensent l'être, parce que des fois les gens osent juste pas utiliser les outils, de peur de faire bugger une tablette, un ordinateur. Notre enjeu, c'est justement d'essayer d'aller dans les territoires où il y a des inégalités d'accès au numérique. Alors les inégalités, elles ne sont pas forcément en termes d'outils, c'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de territoires qui ont Internet, qui ont le haut débit. C'est vraiment au niveau des usages. Tout le monde ne sait pas se servir d'un ordinateur, donc on va
prioritairement dans les territoires ruraux, dans les quartiers qu'on appelle politique de la ville, pour essayer d'aider à mieux utiliser ces outils-là. Des outils numériques mis à la disposition de tous, geeks ou simples curieux. Des ateliers pratiques pour apprendre à créer un site internet ou encore des livres sur l'intelligence artificielle. Les ressources sont nombreuses pour créer un lien entre la machine et l'humain. On offre aussi un espace d'échange parce que les gens souvent ne savent pas trop avec qui se tourner, ils n'osent pas forcément parler de leurs difficultés peut-être à créer un compte mail avec leurs proches. Donc s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Et on apporte aussi parfois des petits outils, des ressources assez faciles à prendre en main. Que ce soit parfois des sites internet où ils peuvent s'auto-former. À une époque où le numérique fait partie prenante du quotidien pour trouver un emploi, faire ses tâches administratives ou simplement acheter ses courses, 6 millions de personnes souffriraient d'électronisme en France, l'équivalent de l'illettrisme en informatique. Une fracture sociale qui n'est pas qu'une question de génération. On se rend compte de plus en plus que même au niveau des jeunes qui ont l'habitude d'utiliser ces outils, qu'ils ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière. On sait aller sur Internet, mais est-ce qu'on sait comment fonctionne un moteur de recherche, par exemple ? Et au niveau des personnes âgées et des adultes, il y a un fossé qui se crée entre les générations et on fait en sorte de pouvoir les connecter eux aussi. Et pour faire voyager cette démarche et cette ambition, l'IDeasBox fait étape partout dans les villes, quartiers populaires, MJC, bibliothèques, camps de réfugiés, écoles, pour ne laisser personne de côté. C'est là tout l'objet de Bibliothèques sans frontières, parrainé par le journaliste Augustin Trapenard, présent à Strasbourg cet après-midi pour débattre avec les visiteurs. C'est une médiathèque mouvante et innovante, qui se déplace effectivement partout où la culture n'est pas, et qui travaille surtout de concert avec les bibliothèques. Ce sont des bibliothèques hors les murs, c'est-à-dire une extension des bibliothèques. Et moi je me suis rendu compte à travers mes déplacements dans toute la France, mais aussi à l'étranger, qu'en réalité la bibliothèque c'était aussi un lieu, un espace de sociabilité, où les gens se rencontrent, où les gens discutent. Simplement il faut franchir le pas et y aller. Quelquefois on a une bibliothèque à côté de chez soi et on n'ose pas y aller, parce qu'il y a une honte, parce que ça fait peur, parce que le livre c'est élitiste. Voilà, le travail de Bibliothèques sans frontières, c'est aussi de montrer qu'une bibliothèque peut se déplacer et s'approcher de tout le monde et que tout le monde y a accès. Les voyageurs poursuivront leur étape strasbourgeoise demain avec des discussions sur la protection des données et un atelier sur la programmation des robots avant de reprendre leur tour de France. Puis l'autre association que l'on souhaitait donc mettre en avant aujourd'hui à Strasbourg, c'est Humanis, présent au village du partage Place Kléber à Strasbourg. Donc, vous pouvez y déguster depuis quelques jours une soupe étoilée, une opération qui se poursuit jusqu'au 24 décembre. Ça fume, ça réchauffe, mais ce n'est pas du vin chaud que l'on trouve sur le stand d'Humanis au village du partage. C'est de la soupe, et pas n'importe laquelle, de la soupe étoilée même. Le profit de sa vente permet de soutenir les chantiers d'insertion d'Humanis. L'opération n'est pas nouvelle, mais pour le chef Julien Bins, c'est une première. Je pense que c'est une excellente idée de proposer déjà une soupe au mois de décembre. Ça me paraît idéal, on est sur les marchés de Noël, ça réchauffe un petit peu le cœur, ça réchauffe aussi le corps. J'avais jusqu'à maintenant fait essentiellement des opérations qui étaient liées autour de la lutte contre le cancer et surtout pour des choses un peu médicales. Aujourd'hui, faire la soupe étoilée, c'est un plaisir et un honneur d'être ici. Au menu cette semaine, pané, lait de coco et citronnelle. Comme lui, ils sont 4 chefs étoilés à se succéder pendant tout le mois pour proposer leurs recettes. Les soupes sont ensuite fabriquées chez un traiteur, puis vendues ici au profit d'Humanis. La soupe étoilée représente aujourd'hui le quart de leurs ressources propres. Il fallait qu'on trouve une activité qui puisse être pérennisée dans le temps et qui puisse attirer du monde. Donc une manière d'attirer du monde, c'est quand même d'avoir des personnalités qui permettent d'attirer les gens et de pouvoir collecter une certaine somme d'argent qui nous permet après de pérenniser notre chantier d'insertion ou d'aider nos associations de la solidarité internationale à bénéficier de dons en passant par une bourse au projet et qui finalisent après leur projet ou qui les concrétisent dans les différentes contrées où ils sont en activité. Une opération réitérée pour la 6e fois et toujours avec grand succès au village du partage Place Kléber. Depuis que je connais la soupe étoilée, j'y viens et toutes les semaines. Je ne fais pas de différence entre les étoiles, moi, je les aime toutes. L'idée est bonne,
Et en plus, c'est bon au goût. Alors, ça fait 2 bonnes raisons, ça me suffit. D'ici Noël, encore 2 recettes restent à découvrir en gobelet ou sachet d'1 litre. Et en parlant de restaurants étoilés, le meilleur restaurant gastronomique du monde est strasbourgeois. Selon le site TripAdvisor, il s'agit du Crocodile. Le classement est effectué sur la base des votes et avis des internautes depuis 12 mois. Et si vous ne pouvez pas vous rendre au Crocodile, vous pourrez peut-être quand même déguster une recette de son chef Franck Pelu, car c'est lui qui signera la 4e soupe étoilée qui sera disponible quelques jours juste avant Noël. Comment initier les tout-petits au tri des déchets? À Ilzac, des enfants de maternelle participent à des ateliers où les jouets sont des bouchons, des rouleaux de papier ou des boîtes de conserve. Objectif, inciter par le biais des enfants un maximum de ménages à jouer le jeu du tri. Une après-midi organisée dans le cadre de la semaine de réduction des déchets de l'agglomération mulhousienne. On sait très bien que les enfants, quand ils rentrent à la maison, eh bien, ils vont dire à leurs parents « Mais non, regarde, ton réfrigérateur ou ton frigidaire, eh bien, il n'est pas bien ordonné. Il faut mettre tel produit en bas, tel produit en haut. » Et voilà, et du coup, on parle avec les parents, on parle avec les grands-parents. Puis c'est le moment bientôt de Noël, donc on parle aussi des emballages cadeaux. Les objectifs sont multiples, c'est d'abord les sensibiliser à la réduction des déchets, les sensibiliser aussi au réemploi pour ne pas toujours acheter du neuf, mais également, eh bien, on peut avoir quelque chose d'occasion ou quand on n'en veut plus quelque chose, on peut l'échanger ou le donner. Et on termine ce JT en prenant la direction de Paris. Comme chaque année, les Alsaciens de la capitale ont pu célébrer la Saint-Nicolas avec quelques jours d'avance aujourd'hui. Une soirée pour se remémorer l'Alsace, Nora Bouriois. C'est le rendez-vous annuel des Alsaciens et Mosellans de Paris, la fête de la Saint-Nicolas. Depuis une vingtaine d'années, une soirée est organisée dans la capitale pour perpétuer cette tradition. Je crois qu'il y a un vrai attachement à nos régions d'origine. Moi, c'est première génération, mais il y a des gens dont c'est l'arrière-grand-père qui était alsacien, qui ont gardé leur lien avec l'Alsace et le moyen de se retrouver, de témoigner. Un des moyens, c'est cette soirée qui est conviviale, qui est gratuite, où tout le monde est tout simplement heureux de se retrouver. La soirée se déroulait à la Gaîté Lyrique avec plus de 200 invités, élus, professionnels des médias, artistes ou encore chefs d'entreprise. Les Alsaciens sont partout. C'est à la fois pour faire le moment de convivialité annuel et puis là, j'avais la chance d'avoir une actualité. C'est pas tous les ans pareil, mais je viens régulièrement pour échanger avec d'autres gens qui sont un peu comme moi, qui essayent de faire, on peut dire, leur travail et de réussir à Paris. Voilà. Pour moi, de revenir aussi aux racines, de voir les gens qu'on a côtoyés, de se retrouver entre nous. Et puis, c'est une fête extrêmement prestigieuse, dans un lieu prestigieux, avec une réception prestigieuse. C'est une occasion tout à fait unique ici, en tout début décembre, de pouvoir fêter la Saint-Nicolas, qui a quand même été la fête traditionnelle qui marquait la fin de l'année quand on était enfant en réalité. Choucroute, knack, vin d'Alsace, tout était là pour faire flotter un peu d'air alsacien dans la capitale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit avec l'image du jour d'Oliviane. On prend le pari que les cadeaux labellisés Alsace vont faire un tabac cette année à Noël. Entre les t-shirts au slogan ravageur et les accessoires déjantés, le choix s'est élargi. Le site Made in Alsace et les boutiques Bretzel Airlines, les créateurs s'en sont donnés à cœur joie.